Bonjour. Comme des millions de personnes à travers le monde, vous êtes actuellement en confinement. Si vous êtes confiné avec un homme violent, vous trouverez dans la description de cette vidéo des ressources de structures actives pendant le confinement, que vous pouvez contacter pour recevoir l'aide adaptée à votre situation. Si vous vous considérez en revanche en sécurité aujourd'hui mais que cette situation vient réactiver des traumatismes, alors cette séance est faite pour vous. Je vais tout d'abord vous inviter à vous installer dans un endroit calme, où vous ne serez pas dérangé, et à prendre une position confortable, assise ou allongée, comme vous préférez. Respirez profondément et fermez les yeux. Voilà. Vous n'aurez pas d'effort à faire, simplement à vous laisser guider par ma voix, par les suggestions que je vais vous proposer. Si une suggestion ne vous convient pas, vous êtes libre de la laisser passer ou de la transformer pour qu'elle s'adapte au mieux à votre situation et à votre univers intérieur. Sentez à présent le contact de votre corps contre la surface sur laquelle vous êtes appuyé. Votre tête, votre nuque, votre dos, votre bassin, vos fesses, vos cuisses, vos jambes, vos pieds. Tout se relâche. Je vous propose de poser une main sur votre ventre afin de mieux sentir votre respiration. Essayez de sentir votre ventre se soulever à l'inspiration et s'abaisser à l'expiration. Oui, voilà. Très bien. La respiration est très importante dans le processus de guérison d'un stress post-traumatique. Elle permet de moduler le système nerveux autonome, de rassurer la partie de notre cerveau et de notre corps qui peut parfois se croire en danger alors que nous sommes en sécurité. Respirer lentement, profondément, par le ventre est une clé de guérison que vous possédez en vous. Et je vais maintenant vous inviter à suivre un rythme de respiration qui fonctionne très bien pour se relaxer. Cela consiste à inspirer par le nez en 5 temps, à bloquer sur 2 temps et à expirer à nouveau par le nez en 8 temps, puis à bloquer à nouveau sur 2 temps. Je vous propose d'essayer ensemble. Et on inspire 1, 2, 3, 4, 5. On bloque 2 et on expire 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et on bloque
2 et 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je vous laisse vous approprier cette technique à votre propre rythme pendant 1 minute. C'est très bien. Vous pouvez désormais laisser votre respiration reprendre son propre rythme, sans essayer de la contrôler. Un rythme lent, régulier. Votre ventre se soulève et s'abaisse tranquillement, naturellement, comme le flux et le reflux des vagues d'une mer paisible qui viennent délicatement caresser le sable tiède. Je vous propose maintenant de penser à un arbre, celui que vous voulez. L'arbre d'un jardin, d'un parc ou d'une forêt que vous aimez. Ou alors, vous pouvez l'inventer. Voilà, très bien. De quelle forme sont ses feuilles? Est-il en bourgeon, en fleur? Si oui, de quelle forme sont ses fleurs? Sentez-vous leur odeur? Entendez-vous les oiseaux qui ont fait leur nid dans cet arbre? Maintenant que vous savez que vous êtes capable de visualiser un arbre, je vous propose d'imaginer tout autour une forêt dense et paisible, vivante, vibrante. Le soleil diffuse une douce lumière tiède à travers les branchages. Vous avancez tranquillement dans cette forêt. Vous sentez la fermeté tendre de la terre sous vos pas. Vous déambulez tranquillement, librement.
Vous pouvez vous arrêter respirer le parfum d'une fleur ou observer le balai des abeilles. L'écho d'une source, non loin de là, vous parvient à l'oreille. Vous avancez dans cette direction, vos pas guidés par son chant mélodieux. Et lorsque la source se trouve enfin à portée de vue, vous apercevez, de l'autre côté, une ours brune en train de s'abreuver à son eau cristalline. Cet ours s'appelle Manouchka. Manouchka est née libre, et pourtant, elle a vécu l'enfer. Lorsqu'elle n'était encore qu'une oursonne, elle a été arrachée à sa mère, capturée par les hommes. Elle ne se souvient pas de tout. Des pans entiers de sa mémoire ont été engloutis, comme par un trou noir. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'ils l'ont faite prisonnière, qu'ils l'ont dressée pour en faire une animal de cirque. Au début, elle ne pensait à rien d'autre qu'à retourner à la vie sauvage. Un jour, la ratonne laveuse et elle avaient même tenté de s'évader ensemble. Ils les avaient rattrapés et punis. En alternant les violences et les récompenses, de manière imprévisible, ils étaient peu à peu parvenus à embrumer son esprit, à engourdir son corps. Ils avaient fini par inhiber chez elle toute volonté de s'enfuir, ou ne serait-ce que de désobéir, et même par effacer les souvenirs de la forêt où elle avait été autrefois libre et heureuse. Elle ne saurait dire combien de lunes s'écoulèrent ainsi, à ne pouvoir sortir de cage que pour être exhibée au public du cirque. Toujours est-il que, le jour où toutes ces humaines et humains inconnus débarquèrent en brandissant des pancartes et en scandant des slogans, cela faisait bien longtemps qu'elle n'était plus une oursonne. Elle n'a jamais trop bien compris ce qui s'était passé ce jour-là. Mais en s'enchaînant aux barreaux des cages de tous les animaux du cirque, ces humaines et humains en colère avaient fini par obtenir leur libération. Drôle de logique que celle qui régit leur monde. Au début, elle avait eu terriblement peur de retourner vivre dans la forêt. Tout lui semblait inconnu, indéchiffrable, incroyablement dangereux. La tâche lui paraissait si insurmontable qu'elle était revenue plusieurs fois sur ses pas, dans le monde des humains. Heureusement, grâce à Lily, une soigneuse pleine de patience et de douceur, Manouchka avait peu à peu repris confiance en elle, retrouvé goût au doux parfum de l'acacia, à la caresse du vent et même à l'impétuosité du torrent. Elle revint ainsi à la vie. Peut-être que vous aussi, comme Manouchka, vous avez vécu des violences auxquelles vous ne pouviez pas vous soustraire. Peut-être avez-vous ressenti cette anesthésie du corps et de l'esprit qui permet paradoxalement la survie. Mais peut-être que vous aussi, à un moment de votre vie, vous avez rencontré une personne comme Lily, une personne qui vous a aidé à échapper à vos bourreaux et à panser vos blessures, à retrouver votre autonomie. Une fois réadaptée à la vie sauvage, Manouchka pensait avoir laissé cette terrible période de sa vie loin derrière elle. Elle avait toutefois conservé inconsciemment l'habitude de ne jamais passer plus de 2 nuits d'affilée au même endroit, pour ne pas risquer d'être repérée. Mais la saison froide arriva. Elle savait qu'il lui fallait partir à la recherche d'une tanière pour y passer l'hiver.
Elle en trouva une première qui lui semblait faire l'affaire. Mais, au bout du 3e jour, elle commença à ressentir des démangeaisons et, dans la poitrine, une sensation d'oppression. Elle se dit qu'elle faisait probablement une réaction allergique. Elle se mit donc en quête d'une autre caverne. Les 2 premiers jours s'y déroulèrent sans encombre, mais, au cours du 3e, des ombres de pantins désarticulés sur fond de rayures rouges et jaunes vinrent la tourmenter pendant son sommeil. Elle se dit que la grotte était sûrement hantée, qu'il valait mieux la quitter. Elle se remit donc en route, en quête d'un abri plus hospitalier. Après de longues heures de marche, elle débusqua enfin une cavité rocheuse qui lui parut plus accueillante que les autres. Le 3e jour touchait à sa fin, et rien d'anormal ne s'étant produit, elle se dit qu'elle avait enfin trouvé le bon logis. Quand tout à coup, un bruit sec et assourdissant transperça le ciel. Un coup de fouet! Manouchka sentit alors son cœur battre la chamade, ses poumons se remplirent par saccades, ses pattes arrière tombaient en rade. Sa respiration se fit de plus en plus erratique, chaotique, l'air qui s'engouffrait rageusement en elle lui brûlait la trachée. « Je vais mourir », pensa-t-elle, avant de perdre connaissance. Lorsqu'elle revint à elle quelques instants plus tard, au dehors, l'orage faisait rage. Quoiqu'encore étourdie, elle comprit alors que ce qu'elle avait pris pour le claquement d'un fouet n'était rien d'autre que le tonnerre. Confuse et honteuse, elle ressentit alors un impérieux besoin de fuir, aussi loin que possible. Mais l'orage grondait, et l'hiver était de toute façon bien trop avancé. Elle savait qu'à s'aventurer ainsi dans la forêt dénudée, les chasseurs risquaient de la repérer. Elle était coincée. Peut-être que vous aussi, vous avez l'impression que le confinement vous prive de la stratégie de fuite que vous avez mise en place, consciemment ou inconsciemment après un traumatisme. Cela peut être une fuite physique, changer d'endroit souvent comme Manouchka, ou d'autres formes de fuite, par exemple dans le travail, dans une vie sociale très intense, dans le militantisme, ou autre chose, je ne sais pas. Quelques heures plus tard, une fois l'orage passé, Manouchka se dit qu'un peu d'air frais lui éclaircirait les idées. Et tandis qu'elle franchissait le seuil de sa tanière, elle aperçut l'un de ses congénères, justement en chemin, vers le sanctuaire où il s'apprêtait à passer l'hiver. « Bon hiver, ma sœur !» la salua-t-il comme le voulait la coutume. « Bonne ? Comment peut-il y avoir quoi que ce soit de bon à l'hibernation ?» lui rétorqua-t-elle, désemparée. L'ours n'en crut pas ses oreilles. « Comment ça, ma sœur ? Que veux-tu dire par là ? » Nous ne devrions pas être tous et toutes obligés d'hiberner. Voilà ce que je veux dire. Ça ne réussit pas à tout le monde. Moi, par exemple, je ne suis pas capable d'hiberner. Rester trop longtemps dans la même tanière me provoque des allergies. La tête me fait mal, ma respiration s'emballe, mon cœur s'affole comme en cavale. Je suffoque, je débloque, je me disloque. Je ne passerai pas une nuit de plus dans cet abri de malheur. Ah, ça, non! Interloqué, son interlocuteur la dévisagea longuement, avant de soliloquer. « Mais enfin, ma sœur, ça n'existe pas, les ours incapables d'hiberner. Non, le peuple des ours avons toujours hiberné, c'est ainsi que va la vie. Reviens donc à la raison, ce n'est rien qu'une saison. Plus tard, tu réélargiras ton horizon. Pour l'heure, il te faut garder la maison. » Puis il reprit, nonchalamment, son chemin vers son lieu de retraite hivernale. Manouchka était plus confuse encore, et en colère avec ça. Elle se sentait seule, perdue, trahie. Peut-être que vous aussi,
Vous vous êtes senti incomprise ou même trahie par des personnes dont vous espériez de l'aide? Peut-être que cette trahison était d'autant plus douloureuse que vous aviez l'impression de ne plus pouvoir compter même sur votre propre corps, de ne plus comprendre et maîtriser ses réactions, d'être trahi même par lui. Et tandis que le pâle soleil d'hiver cédait sa place à l'astre nocturne, s'apprêtant à baigner la forêt d'une pénombre argentée, un petit museau surgit soudainement du sol, à l'intérieur de la caverne. Un petit museau fleuri, bientôt suivi par deux petits yeux enfouis, qui lui donnaient un air endormi. « Oh, zut alors, encore raté !» s'exclama la taupe en se grattant la tête. « Voyons voir, pourtant 43 degrés à l'ouest, à partir de la 8e racine du 116e plan de Bruyère à 4 angles, à moins que ce ne fût le 106e. » Puis, distinguant enfin Manouchka, ou plutôt une tache brune se détachant des parois ocres de la grotte, elle s'empressa d'ajouter. « Toutes mes excuses, madame, je ne vous avais pas vue. Vous savez bien, la myopie. J'ai manifestement fait une petite erreur dans le calcul de la trajectoire de ma galerie. Je ne me serais pas permis de débarquer chez vous comme ça, à l'improviste, sans même toquer, évidemment. À défaut d'avoir le sens de l'orientation, j'ai tout de même celui des conventions. Mais d'ailleurs, où avais-je la tête? Je m'appelle Firmine. Et vous? Mais au fait, vous ne dormez pas? » Manouchka lui jeta un regard oblique. Grommela-t-elle. « C'est pourtant la période où le peuple des ours est censé hiberner. » Eh bien, il faut croire que je ne suis pas d'entre eux. Pardonnez-moi, mais à défaut de pouvoir compter sur mes yeux, j'ai la chance d'être dotée d'un flair hors pair. Je suis formelle, vous êtes bien une ours. Eh bien alors, je suis une ours cassée, voilà. Si je puis me permettre, Manouchka. Très bien, enchantée. Si je puis me permettre, Manouchka, en tant qu'architecte du monde d'en dessous, je suis bien placée pour savoir que ce qui a été cassé peut être réparé. Vous savez, à défaut de pouvoir compter sur mes yeux, j'ai la chance d'être dotée d'oreilles sans pareilles. Peut-être pourrais-je vous écouter? Manouchka hésita. La réaction de l'ours quelques heures plus tôt l'avait échaudée. Mais, après tout, les taupes avaient effectivement la réputation d'être de bonne écoute et de bons conseils. Elle tenta alors tant bien que mal de lui expliquer ses tourments. Ce n'était pas chose aisée, tant elle-même avait du mal à saisir ce qui lui arrivait. Les mots lui manquaient. Pourtant, Firmine l'écouta attentivement, sans l'interrompre, sans la juger. « Je crois que je suis en train de devenir folle, » conclut-elle au comble du désarroi. « Vous savez, à défaut de pouvoir compter sur mes yeux, j'ai la chance d'être dotée d'un sens du toucher très affiné. C'est ainsi que j'ai appris à lire dans les runes des racines et des rhizomes. Elles m'ont transmis de précieux savoirs. Ce que vous décrivez ressemble beaucoup à des crises d'angoisse. Je ne crois pas que vous souffriez d'allergie, encore moins de folie. Non, plutôt de souvenirs enfouis, des souvenirs de captivité, peut-être. » La mine de Manouchka s'assombrit. Ses épaules se voûtèrent. Aussitôt, Firmine comprit. Ce n'était pas la première créature qu'elle rencontrait qui souffrait du même mal, et pour des raisons similaires. Vous savez, le cerveau de tous les mammifères a été programmé pour réagir à un danger par la riposte ou la fuite. Lorsque l'on a subi des violences sans pouvoir ni fuir ni se défendre, alors une partie de notre cerveau se déconnecte et nous passons au mode de survie des lézards. L'immobilité absolue.
une immobilité qui simule la mort. Et tout comme notre corps a été piégé, le souvenir de ces violences peut rester piégé, lui aussi, quelque part, dans notre cerveau. Lorsque un ou des souvenirs sont ainsi piégés, le cerveau ne peut pas les digérer correctement. Ils peuvent alors comme disparaître, comme enterrer, ou au contraire, tout envahir, se démener comme des forcenés. C'est ce que l'on appelle la mémoire traumatique. Euh, Si quelque chose vient raviver cette mémoire traumatique, le cerveau ne fait plus la différence entre le passé et le présent. Ça peut avoir l'air d'une petite chose inoffensive de l'extérieur, comme un craquement de branches ou une odeur, mais qui prend des proportions démesurées pour la personne qui souffre de mémoire traumatique, des proportions démesurées un peu comme du citron sur une plaie mal cicatrisée. Enfin, à ce qu'il paraît. Alors qu'on se remémore un souvenir normal, la mémoire traumatique, on la revit à l'identique. Le corps s'affole alors, comme si le danger était vraiment là, pareil. Et la respiration et le cœur s'accélèrent, comme s'il fallait fuir ou se battre. Et comme cette réaction incontrôlée de notre corps nous effraie, alors la respiration et le cœur s'emballent plus encore, à tel point que l'on peut croire que l'on va véritablement mourir. Ce sont les crises d'angoisse. C'est ce qu'il vous arrive. Vous n'êtes pas folle. Vous souffrez de lésions invisibles. Un peu comme le poison que les hommes rejettent dans nos rivières. Nous ne le voyons pas, et pourtant il provoque d'énormes dégâts. Comme toute blessure, si ce n'est pas soigné, cela peut s'infecter. Et parfois, la plaie peut sembler résorbée, et tout à coup, des années après, se remettre à saigner. La bonne nouvelle, c'est que, comme les blessures du corps, celles du cerveau peuvent être soignées. C'est comme si un voile se déchirait dans l'esprit de Manouchka. Une lueur d'espoir se faufila par la brèche ainsi ouverte dans sa conscience. « Et comment fait-on cela » l'interrogea-t-elle. « Il faut aider votre corps et votre cerveau à comprendre que vous n'êtes plus en danger. Ce qu'il vous faut, c'est une échappatoire. Elle n'a pas nécessairement besoin d'être matérielle, elle peut parfaitement être virtuelle. La clé, c'est de savoir que l'on peut être aidé. Vous êtes peut-être confiné, mais vous n'êtes plus isolé. Je suis là, maintenant. Nous pouvons inventer un code ensemble pour que vous puissiez me prévenir dès que vous avez besoin d'aide. Qu'en dites-vous ? Ça vaut le coup d'essayer. Parlez-vous de Morse, mon ami ? Non, mais je comprends un peu l'otarie. Il paraît que ça se ressemble un peu. Oh, très bien, ça fera l'affaire. Savez-vous dire Firmine en otarie ? Je crois. Ça doit être quelque chose dans ce goût-là, fit-elle sur le sol. Formidable. Chaque fois que vous sentirez la panique vous submerger, vous n'aurez qu'à m'appeler ainsi, à travers le sol. Je viendrai alors aussi vite que possible pour vous aider à couper court à la crise d'angoisse. Je connais quelques astuces pour aider votre corps à comprendre que vous n'êtes plus en danger, à vous reconnecter avec le présent, à incorporer petit à petit la sensation d'être en sécurité. Ah, et je vais dès à présent vous apprendre la respiration abdominale. Vous allez voir, c'est d'une simplicité déconcertante, mais d'une efficacité redoutable. Installez-vous confortablement et mettez une patte sur votre ventre, voulez-vous ? Au cours des jours qui suivirent, elles procédèrent ainsi. Dès que Manouchka sentait une crise d'angoisse monter, elle tapait le code Otari par terre, et Firmine débarquait aussitôt. Lorsqu'elle la trouvait ainsi, elle lui parlait doucement, en lui disant des mots rassurants. Elle lui rappelait qu'elle était en train de vivre une crise d'angoisse, qu'elle n'allait pas mourir,
qu'elle était en sécurité et que la crise allait finir par se calmer. Firmin avait consulté les runes souterraines pour étoffer son répertoire d'outils destinés à calmer les crises d'angoisse. Elle expérimenta tour à tour plusieurs techniques, avançant par tâtonnements, comme les taupes ont appris à le faire. Elle commença par essayer la technique du calcul mental, en proposant à Manouchka des opérations toutes simples, qui, sans qu'elle s'en rende compte, ralentirent peu à peu son rythme respiratoire et cardiaque. La fois suivante, Firmin se mit à entonner une petite comptine connue de tous les ours, un air entraînant et guilleré que Manouchka se mit à chantonner avec elle, et qui eut le même effet rassérénant. Puis Firmin confectionna une balle en mousse, solidement ficelée par du fil gracieusement offert par une araignée voisine. Quand l'appel retentit au-dessus de sa tête, Firmin rappliqua avec la balle, la lança délicatement à Manouchka et l'invita à la lui renvoyer, et ainsi de suite. Toutes ces techniques envoyaient un message rassurant à la partie blessée du cerveau de Manouchka, lui permettaient de se reconnecter avec l'ici et maintenant, et ainsi de court-circuiter les effets de la mémoire traumatique. Bien vite, Manouchka commença à mieux anticiper les crises, et Firmin pouvait arriver à temps pour l'aider à les désamorcer, parfois avant même qu'elles ne se déclenchent vraiment. Peut-être que vous connaissez déjà ces techniques, ou peut-être que vous les découvrez. Peut-être pourriez-vous trouver une ou plusieurs personnes autour de vous qui, comme Firmin, pourraient vous aider à les tester, pour voir ce qui fonctionne le mieux pour vous. Manouchka commençait à aller mieux, mais elle ne parvenait toujours pas vraiment à se laisser aller à l'hibernation. Les crises d'angoisse la vidaient de son énergie. Des cauchemars faisaient encore parfois irruption sans crier gare. Aux insomnies se succédait un sommeil dont le pouvoir réparateur était amoindri. Ses forces s'amenuisaient de jour en jour. Firmin se faisait un sang d'encre. Elle craignait que Manouchka ne passe pas l'hiver si cela continuait ainsi. Elle avait pourtant l'impression d'avoir fait tout ce qui était en son pouvoir. Cela ne suffisait pas. Il manquait quelque chose. Mais quoi ? Si elle n'avait pas encore trouvé la réponse dans les runes de l'inframonde, c'est qu'il lui fallait creuser plus loin encore. Il n'y avait pas de temps à perdre. Elle plongea à pic vers les profondeurs de la terre. Un jour, l'appel à l'aide de Manouchka resta sans réponse. Elle se mit alors à marteler frénétiquement le sol. En vain. Elle poussa un grognement de désespoir déchirant. Elle finit, malgré tout, par réussir à calmer sa crise d'angoisse seule, en malaxant la balle en mousse que lui avait laissée Firmin, en se concentrant ainsi sur ses mains. Mais à la panique succéda l'abattement. Firmin l'avait abandonnée. Elle pensa que c'était sa faute, qu'elle ne méritait pas d'être aimée, peut-être même pas de vivre. Son cœur était lourd comme un cumulonimbus, son corps gourd comme écrasé sous un tumulus. En réalité, Firmin s'était enfoncée si loin dans les entrailles de la terre qu'elle avait perdu toute notion du temps. De toute façon, elle ne parvenait plus à remonter. Rien d'autre qu'à plonger toujours plus profondément vers l'obscurité. Là, il n'y avait plus rien à manger, tout juste de quoi respirer. Elle creusa si profondément qu'elle finit par parvenir à la frontière. Oui, la fameuse frontière qui sépare le règne des créatures souterraines de celui du feu. « Eureka !» s'écria-t-elle alors, aussi euphorique qu'on puisse l'être 6000 pieds sous terre. Puis, elle entreprit la pénible ascension vers la surface. Lorsque Firmin fit irruption dans la caverne, Manouchka sursauta. Elle ne la reconnut pas immédiatement tant la pauvre avait maigri. Elle resta un instant abasourdie. Puis un déluge d'émotions déferla en elle.
La préoccupation prit largement le dessus sur toutes les autres. « Firmine, tu as une mine épouvantable. Que t'est-il arrivé ?»« Oh, ne t'en fais pas, je vais bien. Je mangerai un bon potage de vermisseau ce soir. J'étais partie en quête de réponse. Pour toi. » »« Pour moi ? Mais pourquoi ne m'as-tu rien dit ? Je croyais que tu m'avais abandonnée. J'étais folle de chagrin. » »« J'en suis profondément navrée. Tu as raison. J'aurais dû te prévenir. En vérité, je ne pensais pas m'absenter aussi longtemps. Mais une fois partie, je ne pouvais plus revenir en arrière. J'étais comme attirée par un aimant vers le bas, attirée par le feu qui se trouve tout au fond de l'obscurité. Manouchka, la voilà la réponse. C'est le feu. Il te faut récupérer le feu. Le feu ? Le feu des hommes, tu veux dire ? As-tu perdu la tête ? Hors de question que je retourne m'exposer à eux, et surtout pas pour leur voler quelque chose. Vindicatifs comme ils sont, c'est la mort assurée. Manouchka, les runes des entrailles de la terre m'ont livré leurs secrets. Elles m'ont appris qu'il y a longtemps, très longtemps, le feu appartenait à tout le monde. Puis, les hommes l'ont volé aux autres créatures terriennes et l'ont utilisé pour nous dominer, nous cuisiner, nous décimer. Reprendre ce qui nous a été arraché, ce n'est pas voler, c'est faire justice. Manouchka, je peux t'aider à comprendre et maîtriser tes crises d'angoisse, mais seul le feu peut t'aider à faire de ta caverne un nid douillet, chaud et éclairé. Seul le feu qu'ils t'ont volé peut t'aider à recouvrer complètement ta capacité hibernée. Ne t'en fais pas, j'ai un plan. Tu ne seras pas seul, oh non. Mais pour qu'il soit sur pied à temps, je dois filer sur le champ. Retrouvons-nous demain à la tombée de la nuit. Je t'expliquerai tout à ce moment-là. Et n'oublie pas de bien respirer d'ici là. Peut-être que les paroles de Firmine résonnent en vous. Peut-être que vous avez, vous aussi, le sentiment que quelqu'un d'autre s'est accaparé votre feu, que vous avez la sensation inexplicable d'avoir toujours eu un peu froid à l'intérieur, que vous avez longtemps cherché cette chaleur ailleurs, qu'une part de vous était convaincue peut-être que seul un homme pouvait vous l'apporter. Mais peut-être l'heure est-elle venue de vous en emparer vous-même ? Le lendemain, Firmine apparut à l'heure convenue. Mais pas par son petit trou habituel. Elle avait glissé sa tête par l'ouverture de la tanière et souffla les yeux pétillants de malice. « Manouchka, veux-tu bien sortir ? J'ai quelques amis à te présenter. » Manouchka se leva péniblement et s'avança, tout ankylosée, jusqu'au seuil de la grotte. C'était une nuit de lune noire. Il fallut quelques instants à ses yeux pour distinguer les silhouettes qui lui faisaient face. Aux côtés de Firmine se tenaient une louve, une hérissonne, une laie, une hermine, une chouette hulotte, un lièvre, une armée d'araignées et une farandole de lucioles. « Vois-tu, Manouchka, quand nous nous sommes rencontrés, si j'ai deviné aussi rapidement les causes de tes symptômes et que j'en savais autant sur le traumatisme, c'est parce que tu n'étais pas la première à te confier à moi. Cora, la laie, a reçu une balle dans l'épaule il y a plusieurs années pendant la période débattue. Sa rémission a été très longue, tant physiquement que psychiquement. Pendant longtemps, le moindre craquement de branche l'affolait. Elle va bien mieux désormais, mais elle boitera probablement pour le restant de ses jours. » Cora hocha la tête d'un air digne. « Et j'avais également entendu Sibylle et l'araignée raconter à ses sœurs Sylvestre comment elle avait échappé de justesse à la mort à de nombreuses reprises là-bas, à la ville. Elle aussi en avait gardé des séquelles fort invalidantes. En te rencontrant, j'ai compris que vous étiez certainement bien plus nombreuses, des milliers, peut-être même des millions. Alors, je suis allée trouver Sibylle et Cora la nuit dernière, et nous avons
composé ensemble un message que nous avons diffusé à travers le réseau fongique qui relie toute la forêt par les racines. Toutes les personnes que tu vois là ont répondu à l'appel. Tu n'es pas seule, Manouchka. L'assemblée se mit alors à bruisser de « moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi ». Tout d'abord intimidés, qui se muèrent peu à peu en une clameur révoltée. « Que la peur change de camp !» finit par s'écrier l'allée, dont les paroles furent accueillies par un tonnerre d'applaudissements. « Quel est ton plan, Firmin ?» interrogea alors la louve, connue pour son caractère pragmatique. « J'ai découvert qu'une meute de chasseurs campait non loin d'ici, vers l'ouest, » répondit-elle. « Voilà ce que je vous propose. » Une fois le plan au point, toutes et tous se mirent en route dans la direction indiquée par Firmin. Lorsqu'elle et ils arrivèrent à l'orée de la clairière où les chasseurs étaient réunis autour du feu, Firmin donna le signal du lancement de l'opération. Toutes les taupes des environs, tapies dans le dédale de galeries qui quadrillaient la clairière, se mirent à marteler le sol par en dessous, en cadence. Les hommes restèrent tout d'abord figés de stupeur par ce phénomène inconnu venu des tréfonds de la terre. Alors, conformément à la chorégraphie qu'elles avaient répétée quelques heures plus tôt, Manouchka prit sur son dos la louve, qui accueillit sur le sien l'allée, qui fut à son tour enfourché par le lièvre, lui-même chevauché par l'hermine, sur laquelle se hissa la hérissonne. Avant de se jucher au sommet de cette pyramide animale, la chouette les drapa d'une gigantesque cape argentée tissée par les araignées au cours de la nuit précédente. L'effet était saisissant. Les secousses sismiques s'accéléraient, s'intensifiaient. Les chasseurs virent alors jaillir du bois une bête monstrueuse, énorme, difforme, qui poussait des hurlements féroces à vous glacer le sang. Un cauchemar ambulant. Terrorisés par cette créature démoniaque qui fondait sur eux d'un air menaçant et d'un pas décidé, ils s'enfuirent alors en courant, se bousculant sans ménagement, la queue entre les jambes, piteusement. Une fois que les chasseurs eurent tous détalé, tout le monde descendit du dos de Manouchka, étage par étage. Manouchka s'empara alors avec adresse d'une longue branche qui dépassait du brasier. Et tandis que toute la brigade de brigandes justicières masquées s'enfonçait à nouveau dans la forêt en poussant des grognements, ululements ou jappements de joie, les lucioles se dispersèrent tout autour de la clairière et firent scintiller leur lumière. Ainsi, même si les hommes revenaient, ce halo lumineux les empêcherait de distinguer au loin la torche brandie fièrement par Manouchka. Les lucioles montèrent vaillamment la garde tout le restant de la nuit, infranchissable rempart de solidarité étoilée. Une fois le feu installé dans sa tanière, dûment cerné de pierre, Manouchka sentit une braise se raviver en elle. La braise devint bientôt une petite flamme qui se balançait dans un mouvement régulier, comme on berce une nouvelle-née. Un long bâillement s'engouffra dans ses poumons. Les yeux se mirent à lui picoter. Puis, sans s'en rendre compte, elle s'endormit, profondément, paisiblement, longuement, jusqu'au retour du printemps. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, Firmin l'attendait, dedans, avec un sourire malicieux. Dehors, la liberté l'appelait, sous un soleil radieux.
Alors qu'elle se trouvait au seuil de la tanière, un papillon, tout juste sorti de sa chrysalide, vint lui chatouiller le museau, avant de virevolter vers de nouveaux horizons. Manouchka se tient là, à quelques mètres de vous, en train de s'abreuver tranquillement à la source qui vous a attiré à elle tout à l'heure. Elle lève la tête et vous aperçoit. Elle vous adresse un regard infiniment doux. Elle semble vous inviter à traverser ce ruisseau naissant et à vous approcher d'elle. N'ayez crainte, elle sait que vous ne lui voulez aucun mal. Elle se reconnaît en vous, comme vous vous êtes reconnu en elle. Vous vous approchez doucement. Vous traversez le ruisseau pour la rejoindre de l'autre côté. Elle vient lever tendrement sa tête dans le creux de votre épaule. Vous pouvez la prendre dans vos bras. Oui, voilà, comme ceci. Vous respirez avec elle, à l'unisson. Vous finissez par être tellement synchronisés que vous fusionnez avec elle. Vous voyez la forêt avec ses yeux. Vous l'entendez avec ses oreilles. Votre feu intérieur crépite. Vous ressentez de la sérénité. Vous êtes en sécurité. Votre respiration est calme, paisible, profonde. Votre attention revient à cette respiration apaisée et apaisante. Votre main est peut-être toujours posée sur votre ventre. Vous sentez votre ventre se soulever et s'abaisser à un rythme régulier. Vous reprenez progressivement contact avec votre environnement. Vous sentez les points d'appui de votre corps. Vos vêtements sur votre peau. Vous percevez à nouveau les bruits autour de vous. Vous allez bientôt sortir de l'état de transe hypnotique. Mais tout ce que vous avez acquis au cours de cette séance va continuer à vous accompagner et va progressivement se déployer en vous, comme les ailes d'un papillon qui vient de naître, à se déployer heure après heure, jour après jour. Chaque inspiration à partir de maintenant redynamise subtilement votre corps. Vous remettez petit à petit du mouvement dans votre corps, en commençant par les pieds, puis les mains, la tête. Vous pouvez vous étirer, bâiller
trouvez votre chemin pour revenir ici et maintenant. Lorsque vous vous sentez prête, vous pouvez rouvrir les yeux. Vous êtes complètement sorti de l'état de transe. Votre feu intérieur crépite. Vous ressentez de la sérénité. Vous êtes en sécurité.